4 avocats, 3 Marocains, et moi-même, pardon. Mais à distance, nous avons d'autres confrères qui sont au nombre de 15 où on travaille sur la stratégie. D'abord, c'est les textes qu'on a sont en arabe et qu'on étudie chaque texte et on fait la traduction pour pouvoir répondre et mieux défendre nos compatriotes. Et puis, c'est juste pour rassurer les gens que nous y sommes et que chaque pas fait par le parquet, nous essaierons de contester en mettant la procédure qu'il faut. Nos compatriotes ont été arrêtés. Le lendemain, ils devaient être présentés au parquet. Donc il y a cette difficulté de la grève des avocats qui a fait que le déferment a été remis à un autre jour. Nous avons soulevé à l'audience on risque d'avoir ce même problème le 29 parce qu'il y a le mouvement de grève des avocats d'ici, nos confrères d'ici, et qu'on a signalé, Monsieur le Président, on risque d'avoir la même situation. D'où une partie de cette motivation concernant la demande de liberté provisoire en donnant des garanties de représentation, de représentativité ici, parce qu'on a notre ambassade et on a nos diplomates et même la possibilité même de loger nos compatriotes jusqu'à ce que l'audience puisse se tenir. J'ai entendu beaucoup de bruit, mais nous essayons d'être très loin d'un débat qui n'est pas juridique. Maître Patrick Kabou, un des avocats commis donc pour défendre les supporters sénégalais arrêtés au Maroc. Je rappelle que leur procès est prévu le 4 février prochain. L'affaire Farbangom, Maître Moussa Bokartiam qui demande au parquet financier de renoncer à son appel. L'avocat du député maire des Agnam invoque l'état de santé de son client et le respect de ses droits fondamentaux. Georges Détché-Diop. L'avocat a adressé une demande officielle au procureur de la République, une requête dans laquelle il lui demande de renoncer à l'appel qu'il avait relevé contre la main levée et le placement sous contrôle judiciaire de son client. Selon Maître Moussa Bokartiam, la situation médicale de Farbangom est alarmante. Plusieurs expertises ordonnées par le juge d'instruction ont révélé des maladies chroniques graves et un risque prévisible d'une mort subite en détention. Pourtant, le député maire des Agnam demeure au pavillon spécial, alors que l'hôpital de Dantec est en travaux depuis plusieurs années. Pour l'avocat, il s'agit d'un motif humanitaire impérieux qui justifie une mise en liberté provisoire immédiate. Sur le plan juridique, l'avocat estime que l'appel du procureur, qualifié de conservatoire, sera difficile à soutenir. Farbangom est poursuivi pour complicité de détournement de deniers publics alors qu'aucun agent du Trésor n'est inculpé et qu'aucune preuve n'établit qu'il a reçu des fonds publics. Les transactions financières avec Tahirou Sarr, explique l'avocat, n'ont aucun lien avec des deniers publics. Maître Moussa Bokartiam insiste également sur le respect des droits fondamentaux et de la présomption d'innocence. Il rappelle que le rapport de la CENTIF ne constitue pas une preuve et que Farbangom n'a posé aucun acte matériel ou concret dans cette affaire. Maintenir l'inculpé en détention dans ces conditions, selon lui, serait contraire au principe d'une justice moderne et respectueuse des droits humains. En conséquence, Maître Moussa Bokartiam demande au procureur de renoncer à son appel et de permettre à Farbangom de bénéficier de la liberté provisoire ordonnée par le juge d'instruction. Maître Moussa Bokartiam souligne que cette décision ne relève pas seulement de la santé de son client, mais aussi de l'image de la justice et du respect des droits de chaque citoyen. Le message du chef de l'État hier en marge de la rentrée des cours et tribunaux, le président Faye a annoncé la modernisation de la justice à travers le numérique, l'intelligence artificielle qui s'est invitée dans le système judiciaire, une initiative du chef de l'État bien appréciée par les acteurs. Magistrats, tout comme juristes, estiment que cela peut participer à résoudre la problématique liée au déficit des magistrats. Seulement, soulignent nos interlocuteurs, il faudra mettre les moyens et amener les populations à adhérer à cette nouvelle politique. Nafissa Toussila. La modernisation de la justice par le numérique, c'est bien possible. Et c'est la conviction de ce magistrat à la retraite. Pour Dr Moustapha Diouf, c'est une nécessité absolue. Impératif d'ailleurs, je veux dire. Je sais que c'est un besoin extraordinairement sérieux au niveau de la magistrature. Les gens n'ont qu'à penser un peu aux longues détentions qui ne sont pas le fait d'un manque de célérité au sein de la magistrature, mais c'est un
un fait de manque de moyens humains surtout. C'est-à-dire que quand les standards internationaux nous indiquent que nous devons, avec une population de 18-19 millions, nous devons être au moins à 1500 magistrats. Sachez, madame, que nous n'avons même pas 600 magistrats. Et si vous en déduisez ceux qui sont en détachement, il ne nous reste à peine que 550, ce qui veut dire que un magistrat fait le travail de 3 magistrats, un greffier fait le travail de 3 greffiers. C'est ça la physionomie de notre justice. Elle a vraiment besoin de ça. Aller vers une dématérialisation est fondamentale, surtout à travers le New Deal. Il faut juste mettre les moyens. Dr Moustapha Diouf. L'introduction de toutes ces techniques-là, surtout par rapport aux procédures judiciaires, demande des moyens, de la connectivité forte et ça demande aussi de la connectivité continue, plus de matériel informatique à tous les niveaux. Mais en dehors de ça, il n'y a rien d'autre. Mais le progrès, comment peut-on le refuser? Faisabilité, on peut se poser des questions. Elle est faisable, mais avec des moyens, beaucoup de moyens d'ailleurs. Tous les gens qui s'y sont mis n'en avaient pas le moyen au moment où ils le faisaient. Parce que c'est pas quelque chose qu'on commence aujourd'hui et qu'on finit aujourd'hui. C'est un processus. C'est des étapes. Avant cette annonce, le programme du New Deal technologique du Sénégal, ça ne va même pas s'arrêter à la justice. Cependant, des risques existent, mais il faut bien prendre les devants, selon Ibrahim Malik Thioune, juriste. C'est une administration de la justice par l'algorithme et ça, à terme, c'est un risque, c'est une justice prédictive et ça va même menacer la notion d'état de droit parce qu'une justice où les décisions de justice qui sont rendues sont connues par avance, que l'aléa judiciaire n'existe plus, on n'a plus besoin nécessairement d'un juge. Il y a des systèmes dans certains pays, notamment en Angleterre, où certaines sanctions sont déjà rendues par des IA. Le risque de la justice prédictive et le risque que cette réforme ne soit pas complète. Le fait qu'on passe au tout numérique va également induire d'autres types de risques, notamment de piratage, de gestion des données personnelles. Ce sont des risques qu'il faut anticiper. Aller vers une digitalisation du système judiciaire est bien possible, mais il faudrait aussi que les justiciables acceptent et s'approprient cette nouvelle notion. Nafissa Toussi, la santé à présent, le syndicat des médecins privés du Sénégal qui tient son premier congrès durant 3 jours. Donc les acteurs vont échanger sur l'impact économique et sécuritaire au niveau des structures sanitaires du privé. Occasion aussi pour les médecins syndicalistes du privé de plaider en faveur de réformes pour leur secteur. Le docteur Abdoukan Diop, le président du syndicat au micro d'Ibrahima Kerambalo. Mais nous avons réfléchi, c'est vrai que c'est le syndicat le plus ancien dans le milieu de la santé au Sénégal, les gens ne le savent pas. C'est un syndicat qui va fêter son 50aire dans 1 an. Et depuis lors, on s'était toujours concentré sur le médical. Mais vous savez que le secteur privé est autant acteur sanitaire qu'acteur économique. Et pour ce faire, nous avons besoin d'être des entrepreneurs, de vrais entrepreneurs. Au-delà de l'axe de soins, nous avons besoin d'être des entrepreneurs et nous avons compris qu'il nous fallait des formations, des rencontres de réflexion sur l'environnement, sur l'écosystème qui gouverne en fait la pratique médicale privée. Ce n'est pas comme du public, nous sommes dans un environnement entrepreneurial avec des réalités socio-économiques et c'est ça qui nous a poussé à réfléchir. On a pris le thème de la souveraineté parce que c'est la vision de l'État du Sénégal aujourd'hui, de parler de souveraineté et nous voulons nous incruster dedans et au-delà de la souveraineté locale, territoriale, de la souveraineté nationale et de la souveraineté à l'État communautaire au niveau sein de l'UEMOA. Le premier engagement, c'est des réformes législatives. Vous savez que nous avons un code de la santé qui date de 1950. Ce n'est même pas le code du Sénégal, c'était le code des collectivités coloniales. Aujourd'hui, nous y travaillons, c'est très avancé, mais il y a d'autres réformes du secteur privé pour adapter le secteur privé à l'environnement économique actuel. RFM, la radio de toute l'actualité. À midi 13 minutes, je vous l'annonçais en titre, Tivaouane-Peulh, une menace d'expulsion plane sur les habitants du quartier Diawara. Un promoteur privé, papier en main, réclame la paternité de 30 hectares de cette zone déjà habitée. La colère et l'inquiétude des populations à un niveau insoupçonné. Elle dénonce surtout le silence des autorités face à ce qu'elle considère comme une injustice. Le mot d'ordre des concernés est clair, pas de négociation. Aminata Ba. Le quartier Diawara, situé au centre de la commune de Tivaouane-Peulh, est sous la menace d'une expulsion. Sa population fait face à un promoteur privé qui affirme détenir un bail et réclame 30 hectares dans cette zone déjà habitée et a démoli 4 hectares. Le délégué du quartier, François Diawara, interpelle le régime en place. À notre grande surprise, un promoteur du nom de Muntaga Khan est venu pour nous dire qu'il a un bail de 30 hectares sur cette zone-là. Il s'est dit qu'il est prêt à construire
ici une cité sur les 30 hectares. On lui a répondu que c'est pas possible parce que même s'il a un bail, mais ça trouve que c'est déjà habité. Le promoteur a persisté, il a cassé une bonne partie de 4 hectares qui étaient déjà habités. Selon le délégué du quartier, le promoteur avait déjà formulé une première menace en 2012. À l'époque, les autorités administratives et les services en charge du foncier avaient rejeté ce projet. Et le sous-préfet a convoqué les représentants des populations, les différents services de l'administration et tout le monde était contre ce projet pour la bonne et simple raison que le quartier est déjà habité. Cette situation plonge les habitants du quartier Diawara dans l'inquiétude. Ils demandent une seule chose au gouvernement du Sénégal, la régularisation de leur terre. Deïsé Nabossi, habitante du quartier. Nous vivons une situation très difficile. Ce que nous déplorons aussi, c'est le silence de l'État par rapport à cette situation. L'État avait déjà pris ses engagements pour dire qu'on n'a qu'à laisser ce projet-là. Nous refusons la négociation. Nous voulons que l'État nous aide à récupérer notre titre foncier. L'association regroupant les 59 délégués de quartier de la commune de Tivaouane Peulh a également apporté son soutien aux populations de Diawara. Les délégués disent non à toute démolition d'habitations et s'engagent pleinement dans ce combat. Aminata Ba, Tivaouane Peulh, Radio Média. De Tivaouane Peulh, nous nous rendons à Yen. Dans le département de Rufisque, la pêche principale source de revenus des populations traverse des difficultés. Un manque de régulation et une surexploitation des ressources sont venus s'ajouter aux conséquences des changements climatiques, ce qui assombrit de jour en jour l'avenir du secteur. Consciente du danger, Solimo, une structure qui s'active dans la formation, a organisé un panel avec des experts pour réfléchir sur des solutions durables. Abdou Diouf Diagne. À Yen, la pêche, principale activité économique des populations, est aujourd'hui menacée. La surexploitation des ressources halieutiques combinée aux effets du changement climatique fragilise durablement le secteur. Toutefois, selon les spécialistes, la ressource peut se reconstituer à condition d'adopter pour une gestion collective, responsable et anticipée. Un débat que la structure Solimo a tenu à poser. Son directeur s'en explique. Tout le monde dit actuellement que il y a la rareté de ressources halieutiques. Il était important, au-delà des émotions, au-delà de la passion, d'appeler des scientifiques, des chercheurs et les acteurs pour discuter sur ce phénomène qui est considéré comme nouveau, même si nous savons que depuis des années maintenant, les gens parlent de la rareté de ressources halieutiques. Prenant part au panel, Babacar Gueye Diop, journaliste et spécialiste des questions de pêche, a pour sa part interpellé l'État. Il appelle à un meilleur équipement des services en charge de la pêche, aujourd'hui confrontés à un cruel manque de moyens. Pour pouvoir apporter des solutions au problème de la pêche, il faut d'abord faire un bon diagnostic. Et si les entités qui doivent faire ce diagnostic n'ont pas beaucoup de moyens, je ne vois pas comment on pourra régler les problèmes de la pêche. Il y a aussi le problème des chiffres. La fiabilité des chiffres pose problème. Ces chiffres datent de 2019, de 2020, de 2021. Aujourd'hui, on est en 2026. Il y a aussi le problème de l'attribution des licences de pêche. Une autre rencontre du même genre est prévue dans les jours à venir, cette fois-ci avec les responsables du port de Ndayan, afin de réfléchir aux mécanismes permettant aux populations de Yen de bénéficier pleinement des retombées de cette infrastructure. RFM Rufisque, Abdou Diouf Diagne. Commune de Toubacouta, c'est dans la région de Fatick, ouf de soulagement des habitants de Diaglé. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a mis en service le forage du village. Plus d'une dizaine de villages environnants privés d'eau depuis plus d'un an retrouvent ainsi le sourire. Le dit forage a été réalisé dans le cadre du projet d'approvisionnement en eau potable en milieu rural. Aminata Goudiaby. Depuis plusieurs mois, les habitants de Diaglé et d'une dizaine d'autres villages de la commune de Toubacouta souffrent d'une pénurie d'eau. La mise en service de ce forage va à coup sûr les soulager. Pape Sédou Dianko est le maire de Toubacouta. dafa jeex pexe bu ne wax nañu ko dund nañu kon monsieur le ministre dañuy wax un grand merci parce que mairie mënut a gas forage. La réalisation de ce forage de Diaglé est prise en compte dans le projet d'approvisionnement en eau potable en milieu rural. Le ministre de l'Hydraulique a inauguré l'ouvrage en compagnie de l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Sénégal, Cheikh Tidiane Dièye. L'espoir renaît chez les populations de Diaglé avec cette réalisation. J'ai reçu des instructions du gouvernement. L'approvisionnement en eau va être équitable au Sénégal. Le projet d'approvisionnement en eau en milieu rural couvre au total 13 régions. Il est financé par la République populaire de Chine à 60 milliards de francs CFA. C'est un projet d'une envergure inédite. C'est un projet d'environ 60 milliards de francs CFA acquis sur financement de la République populaire et amis de la Chine
Ce projet dont nous relançons, on va dire, la mise en œuvre, va toucher 13 régions du Sénégal. Il n'y a que Dakar qui n'en bénéficiera pas. 2 millions de nos compatriotes vont accéder directement à de l'eau. Les problèmes d'accès à l'eau potable sont récurrents dans le département de Foundiougne. Les autorités locales l'ont rappelé au ministre de l'Hydraulique. Les branchements sociaux doivent donc être multipliés dans les ménages ruraux, selon le secrétaire élu du conseil départemental de Foundiougne, Issaba. Aminatou Goudiabi, Fatick RFM. RFM, la radio autrement. Avant d'accueillir Mohamed Ali Mouba pour les actualités internationales, nous reparlons du rappel à Dieu hier à Paris de Christian Valentin, l'ancien vice-président de l'Assemblée nationale, est décédé à l'âge de 96 ans. Une grosse perte pour le Parti socialiste. L'ancien ministre Abdoulaye Eliman Kane retient du défunt un grand intellectuel, un éminent africain attaché à son continent. Son témoignage, il est au téléphone avec Georges Déthié-Diop. Au niveau du bureau politique, nous avons fait partie de plusieurs commissions, en particulier les commissions de rédaction de résolution du Congrès ou bien pour la candidature du président Youb, la commission communication. C'est un homme extrêmement simple, très proche du peuple. Vous savez qu'il a été député et responsable de Khombol, qu'il est natif de Saint-Louis, et ensuite un intellectuel, qui a un grand cadre de formation universitaire, il est sorti de l'école nationale de la France d'outre-mer, comme administrateur, et il a une plume exquise, il a une capacité de synthèse et d'expression de tout ce qu'on veut, et c'est précisément également un aspect pour lequel j'ai une très grande admiration pour lui. Et enfin, c'est un homme extrêmement chaleureux. Par exemple, bien après le départ du Parti socialiste du gouvernement, le Parti socialiste a perdu le pouvoir, il naviguait entre Paris et Saint-Louis. Je l'ai plus souvent rencontré à Saint-Louis. Et chaque fois, c'est des invitations très chaleureuses. Quand il vient à Dakar, il m'appelle, il me propose de rencontrer pour discuter autour d'un verre. Et enfin, lorsqu'il m'a surtout annoncé qu'il allait prendre sa retraite et se retirer définitivement à Saint-Louis, comme son oncle dit avec l'a fait, j'ai trouvé cela extrêmement positif. Et j'ai regardé lui, donc, l'image d'un Sénégalais, un grand intellectuel, un homme engagé politiquement et un homme qui a foi en Afrique et au Sénégal. Le témoignage de l'ancien ministre Abdoulaye Eliman Kane suite au rappel à Dieu de Christian Valentin, ancien vice-président de l'Assemblée nationale. Il est décédé hier à Paris à l'âge de 96 ans. Mes condoléances donc aux membres du Parti socialiste. Il est midi 21 minutes. Bonjour Mohamed Ali Mouba. Bonjour Barthélémy, bonjour à tous. RFM. L'actualité internationale. Et nous parlons direction le Mali d'abord pour parler de la reprise progressive de l'approvisionnement en carburant. Oui, un léger mieux constaté devant les stations de service de la capitale avec l'arrivée à ces derniers jours d'un nombre important de camions citernes, mais c'est un répit puisque pour s'approvisionner, la junte est obligée d'escorter les convois de la Côte d'Ivoire au Mali pour éviter de se faire attaquer par les djihadistes. Le témoignage de Makan Fofana, journaliste indépendant basé à Bamako, pour lui ce n'est pas durable. On constate ces 3 derniers jours une amélioration. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la crise est devenue cyclique. Parce que pour acheminer les convois de la Côte d'Ivoire à Bamako, donc ça demande vraiment le déploiement de gros moyens. Donc aucun camion citerne donc ne peut vraiment arriver à Bamako sans qu'il soit escorté. Donc c'est un peu le négort. Maintenant, donc le temps qu'on l'armée escorte un convoi donc de la frontière ivoirienne à Bamako, donc ça peut prendre souvent quelques jours. Parce qu'il faut être vigilant. Les groupes armés sont aux aguets, donc voilà. Et pendant ces temps, on n'est pas étonné de voir des files se former autour des stations. Donc c'est ça qui explique un peu l'approvisionnement instable de la. Sinon, la menace elle-même soit n'est pas très grande ces derniers jours, c'est ce que l'on constate au moins. Mais quand même, les groupes armés continuent vraiment de cibler les convois. Mais comparé au mois précédent, par exemple au mois de novembre,
octobre, il y a de l'amélioration, on peut le dire. Maintenant, qui parle d'approvisionnement en carburant, on parle de ses effets sur l'économie, la fourniture en énergie. On constate aussi que l'approvisionnement, sinon le délestage est toujours là. Donc, jusqu'à présent, à Bamako, on a le courant, c'est sous forme d'alternance. Par exemple, certains quartiers ont le courant pendant, par exemple, 8 heures et c'est coupé. Donc, il faudra attendre 8 autres heures pour que l'électricité revienne. Voilà cette situation donc que traverse le Mali. En République démocratique également, une autre situation, c'est cette série d'interpellations dans le camp de l'ancien président Joseph Kabila. Oui, plusieurs anciens proches de Joseph Kabila aux arrêts détenus par le Conseil national de la cyberdéfense. Le régime de Félix Tshisekedi reproche à Joseph Kabila et à ses proches d'entretenir des relations avec le M23, groupe armé, vous le savez, actif dans le nord et le sud de Kivu. C'est en RDC. L'État pointe une collision avec l'ennemi. Les proches de l'ancien président dénoncent une cabale politique. Ibrahima Kairamalo. Aubin Minakou, vice-président du PPRD de Joseph Kabila et ancien vice-président de l'Assemblée nationale, serait détenu dans une villa contrôlée par le Conseil national de cyberdéfense selon ses proches. En revanche, à ce stade, les raisons précises de sa détention ne lui ont toujours pas été notifiées, selon plusieurs sources concordantes. Au sein du PPRD, certaines sources estiment aussi que cette arrestation pourrait être liée à la mobilisation du 16 janvier, date anniversaire de l'assassinat de Laurent Désiré Kabila, le père de Joseph Kabila. La situation est différente pour Emmanuel Ramazani Sadari, lui aussi arrêté et détenu par le même service selon ses proches. Cela fait un peu plus d'un mois qu'il est privé de liberté. Malgré les démarches entreprises, ni sa femme ni ses avocats n'ont été autorisés à le voir. Deux autres membres du PPRD sont également aux arrêts depuis le mois de décembre. Dounia Kilanga Neyombo Christian, secrétaire national et mobilisateur du parti, et Parole Kamizelo, communicateur du PPRD. Enfin, Seth Koukouni, membre du mouvement Sauvons la RDC, fondé à Nairobi autour de Joseph Kabila, a de son côté choisi l'exil. Ahmed Alimouba, et nous terminons Alimou par la CEMAC qui a adopté une série de mesures pour redresser la situation économique de la zone. Oui, objectif assainir la zone et redresser l'économie. Les États membres de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale s'engagent à adopter les mesures qui s'imposent en la matière. Cela passe évidemment par la négociation et la conclusion avec le Fonds monétaire international d'accords et de programmes économiques solides. À moyen terme, Barthélemy, la CEMAC va rapatrier les avoirs extérieurs des pays membres de la zone. Merci beaucoup Mohamed Ali Mouba. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue, débat sur les perturbations du système éducatif, le G7 qui se radicalise. Grève générale ce vendredi après la marche nationale d'hier à Thiès. Nos deux intervenants tout à l'heure, nous serons avec Eladji Malik Youm, le secrétaire général national du SAEMS, le syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire, membre du G7, et Amadou Sow, secrétaire exécutif du comité du dialogue social secteur éducation et formation. RFM Sport. Bienvenue Anna Rocha. Merci beaucoup Barthélémy Ngom. Du football d'abord avec la reprise ce week-end de la Ligue 1 professionnelle. Et parmi les affiches phares de la 12e journée du championnat national, le Jaraaf qui reçoit dimanche l'AS Pikine à partir de 16h30 au stade Léopold Sédar Senghor. Le manager général de l'AS Pikine, Cheikh Mbacké Thiam, revient ici sur les préparatifs du match, l'état d'esprit de son équipe. Il en profite pour lancer un appel aux supporters des deux équipes pour que la rencontre se déroule dans le fair play. On l'écoute. Bon, c'est un match qu'on prépare en toute sérénité. C'est vrai que les Pikine Jaraaf, souvent c'est des matchs très disputés. C'est un match qui s'est imposé quand même au fil des saisons. Je dirais comme un classique ou bien comme une affiche phare de ce championnat-là, de cette Ligue 1. Mais n'empêche, ça reste un match de football. Donc c'est un match que nous allons aborder avec beaucoup de sérénité et nous irons au stade Léopold Sédar Senghor essayer de remporter la victoire. L'effectif est au beau fixe.
On a quelques 2 ou 3 jours qui sont à l'infirmerie. Bon, on a aussi un jour qui est suspendu pour cumul de cartons. Sinon, ça se passe bien. Les entraînements se déroulent bien. Donc voilà, le groupe est là avec un bon état d'esprit. On appelle au fair play. C'est vrai que ces dernières années, les Pikine Jaraaf, c'est des matchs très disputés sur les gradins, parce que c'est des équipes qui ont des supporters assez passionnés, assez chauds. Mais bon, je pense que aussi ces dernières saisons, la Ligue avait pris des mesures, notamment l'interdiction de déplacement des supporters pour un peu atténuer la violence ou bien les risques de violence. Cette saison-ci aussi, c'est un match qui va se jouer au stade Léopold Sédar Senghor. Et la Ligue aussi a pris des dispositions pratiques pour une bonne organisation de l'événement. Donc, c'est un appel au fair play, à la sportivité. Cher Mbaké Cham, manager général de l'AS Pikine, propos recueillis par Moustapha Fall. La qualification à la CAN Futsal 2026, le Sénégal affronte aujourd'hui le Cap-Vert à Praia. En cas de victoire, les Lions accèdent au 2e tour de ces éliminatoires. Le match retour contre le Cap-Vert est programmé pour le 28 janvier à Thiès. La phase finale de la CAN Futsal aura lieu au Maroc en avril prochain. Les prolongations de la finale de la CAN 2025 qui continuent. L'histoire des serviettes aussi. Barthélémy, vous le savez, a fait le tour du monde sur la chaîne sportive RMC. Hier, jeudi, le 2e gardien de l'équipe nationale du Sénégal de football a raconté cette hallucinante histoire avec des ramasseurs de balles. Yvan Diouf. Je suis surpris en fait, je comprends pas. Mais après, comme j'ai dit, j'essaie de faire en sorte qu'Edouard soit dans les meilleures conditions, qu'il laisse sa serviette quand il a envie de s'essuyer et voilà, qu'il soit dans les meilleures conditions pour être le plus efficace possible pour que derrière on gagne ce trophée. On avait déjà vu au match précédent qu'il s'amusait à piquer les serviettes du gardien nigérien. Pourquoi on ne sait pas, comme pour nous. Mais voilà, il s'amusait à faire ça. Donc nous, on avait été avertis par rapport à ça. En fait, je vais sur le terrain de mon plein gré, en me disant que l'arbitre va arrêter le match. Il va se rendre compte de la situation, sauf que non. En fait, je me retrouve par terre dans la surface avec le ballon qui est à 20-25 mètres. Et je vois que, en fait, je suis plus une gêne pour Edouard qu'autre chose. Et puis je sens qu'il commence à me soulever aussi. Du coup, je décide de me relever et d'aller ailleurs. Mais ouais, c'est fou. C'est fou parce que d'une part, je suis pas protégé. Et d'une autre part, il y a un match qui est en train de se dérouler. Donc, c'était totalement surréaliste. Yvan Diouf, de retour à Nice, s'exprimait après la victoire de son équipe en Ligue Europa hier contre Go Ahead Eagles. 3-1. JOJ 2026, les choses bougent. Du côté d'Mbour, c'est ça? Oui, c'est bien cela. Le comité d'organisation des Jeux Olympiques de la jeunesse de Dakar et l'AIBD ont signé hier une convention pour une parfaite organisation de la compétition. L'objectif est aussi de vendre la destination au Sénégal durant cet événement sportif et confirmer l'esprit Teranga du Sénégal. Naïma Tidjan a assisté à la cérémonie. Engagement est pris par l'ensemble des plateformes aéroportuaires de faire des Jeux Olympiques de la jeunesse Dakar 2026 une véritable réussite. Ces propos ont été matérialisés par la signature d'une convention entre l'AIBD et le comité d'organisation des JOJ. Cheikh Mamadou Abiboulaye Dieye, directeur général de l'AIBD, a réaffirmé cette volonté commune. Faire de ces Jeux un moment de réussite, de teranga, d'hospitalité, comme vous le savez, l'aéroport est l'antichambre du Sénégal. Et de ce point de vue-là, il est important que nous soyons disponibles pour accueillir nos hôtes à l'arrivée comme au retour. Et c'est cela qu'il s'agit aujourd'hui. Tout le personnel est à pied d'œuvre, ajoute Askin Demir, directeur général de l'AS, soulignant la mobilisation totale des équipes pour relever le défi. On a vu l'engagement de toutes les plateformes aéroportuaires et l'AS aura le rôle de pilotage de ces équipes. On serait avec aux juges de A à Z. Ibrahim Ouad, coordinateur général du comité d'organisation des JOJ Dakar 2026, se dit pour sa part déjà rassuré par l'ensemble des dispositifs mis en place, notamment sur le plan sécuritaire par les dirigeants de l'aéroport, véritable porte d'entrée des invités. Même les forces de sécurité, les forces de défense, la douane, les compagnies aériennes, tout le monde a été là, tout le monde a été mobilisé. Aujourd'hui donc, nous prenons l'engagement ensemble de cheminer pour qu'à l'approche des Jeux Olympiques de la jeunesse, tout soit au point, comme l'a demandé le chef de l'État. Mais le travail a déjà démarré. Nous le renforçons aujourd'hui pour que le monde découvre le Sénégal à travers cette porte d'entrée de manière extraordinaire. Les Jeux Olympiques de la jeunesse se tiendront à Dakar du 31 octobre au 13 novembre 2026. Les autorités sénégalaises se lancent un défi majeur,
offrir au monde le plus beau et le plus réussi des événements sportifs jamais organisés en Afrique. Ndeye Mati Dieng, Mbour, Radio Futur Média. Voilà Barthélémy pour cette page des sports. Merci beaucoup Anna Rocha. Il est midi passé de 34 minutes. Beko, partenaire officiel de votre quotidien. Retrouvez toute la gamme Beko dans les showrooms Electronic Corp. Enduro, Electronic Corp, partenaire des grandes marques, vous offre votre revue de presse. La presse du jour, Mohamed Ali Mouba, bonjour. Bonjour. À la une, de jeunes talibés américains torturés dans un dara à Kermassar. L'horreur se passe de commentaires. La presse accorde se mettant sur la gravité des faits. L'Observateur et le journal Les Échos portent à la une affaire judiciaire sensible impliquant des mineurs américains accueillis dans une structure privée au Sénégal avant d'être torturés alors qu'ils apprenaient le Coran à Académie Dara. L'Observateur parle de scandale qui expose plus de 100 enfants américains. Le journal rapporte une plainte déposée par le responsable de la sécurité de l'ambassade des États-Unis à Dakar après la fuite d'un pensionnaire de l'annexe de l'établissement situé à Toubab Yalaou. Il fait état d'accusations de violence sur des mineurs, de l'existence d'un espace interne appelé Magic Room. Magic Room, le journal note que c'est une chambre d'horreur où on torture les enfants, où on les corrige. Ceux qui ne maîtrisent pas les apprentissages, et le journal note que les encadreurs n'y sont pas allés de même morte. Les sévices sont réels et marqués. Des séances de bastonnade, des cicatrices sur les corps. 4 personnes ont été arrêtées par la brigade de gendarmerie de Kermassar. Le journal Les Échos note qu'ils vont faire face à la justice. La justice avec la rentrée des cours et tribunaux hier, Diomaye Faye qui veut une justice scellée par l'état de droit, une justice moderne. Il annonce une réforme en profondeur. L'Observateur qui va dans les coulisses de la rentrée des cours et tribunaux note que la belle dame est sommée de se moderniser sans renoncer à ses principes fondateurs. Le quotidien Enquête note pour sa part que le président a appelé aussi les magistrats à la redevabilité pour une justice indépendante et plus proche des citoyens. Le peuple dont le peuple doute, critique et juge. Le chef de l'État reconnaît des critiques légitimes. Il faudra donc s'approprier les outils du numérique pour moderniser la justice. Le président veut aller vite, mais selon le journal Les Échos, le bâtonnier attire l'attention sur le risque d'une justice trop mécanique qui se déshumanise. Le numérique ne doit jamais affaiblir les principes fondamentaux du droit ni la dimension humaine de l'acte de juger, souligne de son côté le président de la Cour suprême. Les prolongations de la finale Maroc-Sénégal, le roi siffle la fin. Le souverain du royaume chérifien demande d'arrêter de jeter l'huile sur le feu. Selon Mohamed VI, rien ne saurait altérer la proximité culturelle entre les États, entre le Maroc et les autres États africains. Le Maroc restera un grand pays africain, a-t-il encore souligné dans un communiqué rendu public par le cabinet du roi. Le journal Le Quotidien note que malgré tout, les supporters sénégalais restent à la disposition de la justice marocaine. La liberté provisoire leur a été refusée par les juges. Et Direct News trouve que le communiqué du roi ne s'adresse pas au Sénégal. Le journal en veut pour preuve, Sa Majesté refuse toujours d'adresser ses félicitations au Sénégal, vainqueur de la compétition. Le journal Le Quotidien fait focus sur les sanctions attendues à l'encontre des Lions après les échauffourées de la finale. Moins de risques pour le mondial 2026, énonce sexuellement le confrère. Des décisions seront-elles mises en œuvre pour la Coupe du Monde 2026? En tout cas, la FIFA peut s'autosaisir si la commission de discipline constate que les associations membres, les confédérations et les autres organisations sportives ne demandent pas l'extension des effets d'une décision au niveau international. Et elle peut prendre d'office une décision en ce sens, selon toujours le confrère qui a consulté l'article 70 du règlement. Pour le mondial 2026 qui se déroule donc du 11 au 19 juillet 2026 au Canada, aux États-Unis et au Mexique, eh bien le Sénégal affronte en phase de groupe la France, la Norvège ainsi que le vainqueur du barrage entre la Bolivie, l'Irak et le Suriname. Pour qu'une sanction soit applicable au niveau international, il faut que la CAF sollicite auprès de la FIFA l'extension des sanctions ou qu'elle précise directement dans son compte rendu l'extension de cette sanction au match FIFA. Bonne nuit à tous. Beko, partenaire officiel de votre quotidien. Retrouvez toute la gamme Beko dans les showrooms Electronic Corp. Enduro, Electronic Corp, partenaire des grandes marques, vous ont offert votre revue de presse. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour.
Point de vue, débat sur les perturbations du système éducatif, le G7 qui se radicalise, grève générale ce vendredi après la marche nationale d'hier à Thiès. Pour en parler, nous sommes avec Eladji Malik Youm. Monsieur Youm, bonjour. Oui, bonjour Barthélémy et bonjour à tous les auditeurs de RFM. Merci Youm, vous êtes le secrétaire général national du syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire, membre du G7 justement. Notre deuxième intervenant, Amadou Sow. Monsieur Sow, bonjour. Bonjour Barthélémy, vous allez bien? Oui, ça va très bien, merci. Bonjour à tous les auditeurs de RFM également. Merci Sow, vous êtes le secrétaire exécutif du comité du dialogue social, secteur éducation et formation. Alors, d'abord la parole aux grévistes. Eladji Malik Youm, secrétaire général national du SAEMS. On constate que les perturbations du système éducatif n'en finissent pas avec votre deuxième plan d'action, débrayage, marche nationale, grève générale aujourd'hui même. Dites-nous, qu'est-ce qui se passe? Voilà, donc Barthélémy, merci de nous donner l'opportunité, en tout cas, de communiquer encore une fois sur la situation qui prévaut au niveau du secteur de l'éducation et de la formation. Barthélémy, comme tout le monde le constate, aujourd'hui, le secteur est en ébullition. Mais tout le monde comprendra également que, quand même, c'est parce que tout simplement, les syndicats du secteur de l'éducation, quand même, ont fini d'observer un temps de grâce qui n'a pas duré moins de 2 années. Tout le monde peut attester que de 2024, date de la survenue de la 3e alternance dans ce pays, jusqu'en 2025-2026 presque, il n'y a pas eu de perturbation majeure dans le système. Mais aussi, tout de même, rappelons qu'il y a eu un passif social sur lequel le nouveau régime a été attendu. Alors que quand nous avons fait l'évaluation, nous nous sommes rendus compte que du point de vue de la prise en charge de ce passif social, mais il n'y a pas eu d'évolution du tout. À part les grandes enjambées que nous avons pu enregistrer en termes de prise en charge de la question relative à la formation diplômante, où naturellement nous avons constaté que quand même pour la première fois, plus de 5 000, 6 000, même 7 000 enseignants aujourd'hui ont bénéficié de la formation diplômante, qui a été quand même un point sur lequel nous sommes battus pendant des années, mais sur tous les autres points, c'est le statu quo depuis plus de 2-3 ans. Alors, je peux revenir très rapidement sur ces points. Oui. Je n'ai même pas besoin d'épiloguer trop longtemps sur la question des décisionnaires, qui est aujourd'hui devenue même une question que chantent les oiseaux chaque matin. Oui, mais sur cette question bien précise, il y a eu des pas ont été franchis, non? Sur cette question, nous, en tant que syndicalistes, on ne considère pas que des pas ont été franchis tout simplement pour dire que c'est réglé. Parce que pour nous, vous savez, dans toute chose, ce qui nous intéresse, nous, c'est l'effectivité de la chose. Mais nous constatons que c'est toujours le dilatoire, le sempiternel dilatoire. Parce que, pour la première fois d'ailleurs, nous avons pu constater que pour la modification de décret, comment est-ce qu'on peut comprendre que l'État puisse s'accorder avec la part syndicale sur les modifications à introduire dans le décret depuis janvier 2025, c'est-à-dire le 2 janvier plus précisément, et que l'État attende jusqu'au 19 novembre 2025, fin de l'année, pour dire qu'ensuite, ils vont le signer en 2026. C'est ça la communication gouvernementale. Donc, c'est du dilatoire, parce que nous ne pouvons pas comprendre en ce temps tous ces décrets que d'autres syndicats ont posés et qui ont été pris en charge. Je peux citer le décret portant sur les indemnités à payer aux veufs et aux veuves des enseignants-chercheurs, l'indemnité qui a été, le décret portant sur l'élargissement de l'indemnité de logement à tous les agents de l'État qui vient d'être signé. Alors que, pour nous, au nom de l'équité et de la justice sociale, il ne peut pas être question qu'on puisse renvoyer au calendrier grec les questions relatives à la situation des décisionnaires et qu'au même moment, on pense à régler celles quand même relatives à d'autres travaux. Il faut que le gouvernement apprenne à poser des actes qui consolident la justice sociale. L'acte qui a été posé concernant les décisionnaires est vraiment relève de l'injustice la plus totale. Alors, au-delà de cette question, mais qu'est-ce qui a changé sur la question relative à la prise en charge des lenteurs administratives? Rien du tout. C'est la persistance des lenteurs. Aujourd'hui, vous y achetez... Et là, vous réclamez la digitalisation des actes et procédures de la fonction publique.
Mais Barthélémy, nous, aujourd'hui, on dit que le ministère de la fonction publique n'a qu'à s'aligner sur les mêmes performances que nous notons au niveau du ministère des Finances. Quand vous allez au ministère des Finances, mais avec une solde, toutes les questions relatives donc au bulletin de salaire et à toutes ces questions, la digitalisation a atteint le sommet. Mais qu'est-ce qui empêcherait, ma foi, à ce qu'on ait le même niveau de satisfaction au niveau donc du ministère de la fonction publique où les gens pourront accéder aux actes d'avancement, aux actes de reclassement, donc à la DSA, la dernière situation administrative des agents, mais rapidement grâce à une digitalisation. Au-delà aussi, nous interpellons le gouvernement sur une question que les autorités actuelles maîtrisent mieux que quiconque. D'autant plus qu'ils sont des experts dans le domaine. C'est vraiment d'abord la question de la fiscalité sur les salaires et sur la fiscalité sur les rappels des enseignants, que même ces autorités ont toujours trouvé exorbitante cette fiscalité, qu'ils ont eux-mêmes appelé quand même une surimposition. Aujourd'hui, qu'ils sont au pouvoir, nous pensons que pour l'avoir dénoncé pendant plus d'une décennie, mais il leur sera quand même très facile de régler certaines questions. D'accord, je et reviens à vous. Il ajoute aussi la rémunération. Combien de fois a-t-on entendu quand même les tenants du nouveau régime nous dire qu'il y a un déséquilibre au niveau du système de rémunération. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que le Premier ministre nous a toujours parlé du rebasing. Et je pense que ça, c'est des principes qu'ils ont annoncés et aujourd'hui qui doivent être quand même matérialisés parce que nous pensons que les enseignants aussi ne peuvent pas continuer à être quand même les victimes et les parents pauvres et surtout du système de rémunération. Au-delà même, vous savez, il y a des questions importantes sur lesquelles aussi nous pensons que nous devons jouer les premiers rôles. Si vous prenez la question de la réforme curriculaire, aujourd'hui, pour vous dire la vérité, les syndicats sont relégués au dernier plan, alors que nous sommes les principaux acteurs qui devaient porter ce projet, d'autant plus que c'est une de nos revendications phares. Si vous prenez aussi la question de la résolution des abris provisoires, des engagements ont été pris et nous pensons qu'en tout cas, le gouvernement va respecter surtout à l'une des annonces qui ont été faites par le premier président de la République lors de son message à la nation de fin d'année. Alors, au-delà maintenant aussi, il y a les déficits d'enseignants. Déficit d'enseignants. Je reviens à vous tout à l'heure, Elhadji Malick Youm. Elhadji Malick Youm, je reviens à vous tout à l'heure. Autant de problèmes donc qui font qu'aujourd'hui, vous avez engagé un deuxième plan d'action. Hamidou Sow, secrétaire exécutif du comité du dialogue social, secteur éducation et formation, vous prônez le dialogue, même si vous interpellez bien sûr les autorités par rapport à ces revendications évoquées par les enseignants, vous prenez le dialogue, un dialogue qui semble-t-il bloque toujours. Où se situe le blocage? Voilà, merci Barthélémy. Merci Barthélémy. Je crois que permettez-moi tout d'abord de saluer mon ami et camarade Elhadji Malick Youm. C'est Amadou Sow, hein, c'est pas Amidou. C'est Amadou. Amadou, vous m'excusez. Oui, c'est bien Amadou, oui. Vous m'excusez. C'est bien Amadou. Alors, revenir un peu sur la situation actuelle, comme l'a si bien dit Monsieur le secrétaire général Malick Youm, on est dans une situation d'ébullition, c'est vrai, certes, mais nous pensons que le dialogue social devrait être en mesure de pouvoir trouver des solutions. Vous savez, Barthélémy, nous, en tant que comité dialogue social, secteur éducation et formation, nous sommes l'unique secteur de branche, pratiquement au niveau du dialogue social. Nous essayons à chaque fois d'attirer l'attention de toutes les parties prenantes sur la nécessité de nous retrouver à temps, et j'insiste sur ce mot, à temps, pour éviter des perturbations au niveau du système éducatif. Je le dis simplement parce que nous, quand nous avons été installés un peu tardivement quand même, cette année, parce que nous entamons une nouvelle mandature avec ce nouveau comité dialogue social, avec le président Kassé Diagne, que vous avez eu d'ailleurs hier au niveau de vos antennes. On a initié des audiences, personnellement, particulièrement le comité dialogue social, dans la période de juin-juillet 2025, avec toutes les parties prenantes du dialogue social, pour l'organisation conjointe, tenez-vous bien, d'une pré-rentrée nationale pour le secteur de l'éducation et de la formation. Parce que nous avions senti, connaissant la situation de l'école sénégalaise, parce que si vous comprenez, pour votre information, ce comité du dialogue social est un comité tripartite. Nous avons le gouvernement, à l'intérieur du comité du directeur, nous avons les syndicats, d'ailleurs,
qui ont porté cette année. Le gouvernement représenté par quel ministère? Mais par les deux tutelles, à savoir le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la formation professionnelle, technique et de l'emploi, mais également de la fonction publique que nous ne pouvons pas mettre à l'écart. Il y a également les organisations de la société civile active en éducation et effectivement les organisations syndicales, particulièrement le G7. Je vous disais tantôt que le poste que j'occupe aujourd'hui, par exemple, celui de secrétaire exécutif, c'est un poste rotatif et cette année, il revenait au syndicat de désigner quelqu'un à la tête de ce secrétaire exécutif et ils ont porté leur choix sur ma personne. Et les questions posées tantôt par le camarade Youm, c'est des questions que nous maîtrisons. C'est des questions sur lesquelles nous avons les éléments d'anticipation qui nous permettent d'éviter cette situation à laquelle, malheureusement, nous vivons en ce moment. Par exemple, quand nous avions eu des audiences avec toutes les parties prenantes du dialogue social, notre objectif, c'était de pouvoir organiser à temps. Et ça, nous l'avons fait dès le mois d'août. Nous avons envoyé des correspondances au ministère de l'Éducation nationale, au ministère de la formation professionnelle, technique et de l'emploi, pour que nous puissions organiser de manière conjointe une session de pré-rentrée. Pourquoi une session de pré-rentrée? Une session de pré-rentrée qui nous permettrait de valider dans un engagement collectif qui devrait être une condition clé de succès de cette opération. Mais sauf que là, on l'a vu, hein, parfois les autorités prennent des engagements qu'elles ont ou qu'elles, entre guillemets, qu'elles ont du mal à respecter. Et c'est ce qui nous a poussé à arriver un peu dans cette situation. Mais d'où l'importance, Barthélémy, du dialogue social. Je crois que mon interlocuteur comprend bien ce que je dis. Parce qu'en réalité, le passif social auquel il fait allusion, que ce soit la formation diplômante, la question des décisionnaires. La question des décisionnaires, je crois que c'est vrai. Il dit que c'est le règlement définitif de la question qui porte acquis, c'est vrai. Mais il faut reconnaître qu'il y a eu des pas qui ont été franchis. Des pas ont été franchis et je pense que dans un avenir proche, cette question devra être derrière nous. Et nous le souhaitons et nous l'espérons. Mais en tout état de cause, Barthélémy, je le répète et je le dis encore une fois, nous invitons les autorités, également les syndicats et aussi bien les organisations de la société civile active en éducation, de nous retrouver autour de la table de dialogue. Cette table de dialogue social nous permettra rapidement, je dis bien rapidement, d'essayer de trouver des solutions pour juguler cette situation à laquelle nous vivons et qui est déplorable. Parce quitte à ce que ce soit des solutions. En tant que comité de dialogue social, nous sommes également parents d'élèves. Dans ce comité, je vous dis que c'est un comité tripartite. Il y a également les parents d'élèves qui sont représentés. Et je pense, si nous nous retrouvons rapidement autour d'une table, et cette table ne devrait pas tarder. Moi, je crois que quand nous avions interpellé à temps le ministre de la fonction publique, qui est le président du comité de suivi, parce que toutes les questions qui ont été posées tantôt par le représentant du G7 qui vous avez invité aujourd'hui, le secrétaire général du SAEMS, M. Malik Youm, que j'ai pratiqué. Je connais bien les secrétaires généraux des syndicats du G7. D'accord. Donc, grosso modo, en résumé, M. Sow, vous demandez, ou alors vous voulez des négociations. On va justement demander à Eladji Mayoum. Non, mais je ne parle pas de négociations. Des pourparlers pour essayer de trouver des solutions. Le dialogue social, écoutez-moi, Barthélémy, il faut que nous soyons clairs dans ce que nous avançons. Malik Youm comprend ce que je dis. Je dis, on n'est plus dans les négociations. Il y a un passif social qui est là. Il est possible de convoquer toutes les parties prenantes à la tête qui est le ministre de la fonction publique, qui est le président du comité de suivi. Éviter rapidement les parties prenantes du dialogue social, nous trouvons autour d'une table, on peut trouver des solutions, poser l'état des lieux, là où nous en sommes, pour chaque question qui est posée par les syndicats du G7. Mais je crois que c'est sur quoi nous devons aller, Inch'Allah, pour trouver rapidement des solutions avant d'entamer d'autres plans d'action. Eladji Oumar Youm, est-ce que vous êtes dans les dispositions? Oui.
j'ai omis tout à l'heure de saluer évidemment mon ami frère et camarade M. Sow, mais je confirme ce qu'il a dit. Aujourd'hui, il faudrait que le dialogue social soit un dialogue social permanent et sincère entre les acteurs. Et tout le monde sait que nous, en tout cas du G7, nous avons toujours été même demandeurs de ce dialogue-là, mais surtout avec en tout cas le comité du dialogue social, que ça soit clair, parce que nous voulons en tout cas un dialogue sectoriel, permanent, solide. Et aujourd'hui, peut-être que la confiance que nous avons même à l'endroit du comité, nous ne l'avons pas à l'endroit des autres structures de dialogue, parce que nous avons vu que certaines structures sont dans la partisanerie et cela ne nous intéresse pas. Maintenant, pour revenir un peu sur vraiment le point, le nœud gorgien qui bloque véritablement aujourd'hui, en tout cas la matérialisation des accords, il faut aussi mettre le doigt sur la léthargie quand même du comité de suivi des accords. Parce que, comme il le disait tantôt, ce comité est présidé. Parce qu'il faut comprendre que le dialogue social n'a pour mission que de... Parce qu'on a même l'impression qu'il n'y a pas de comité de suivi. Ah, voilà. Et vous voyez aujourd'hui, donc c'est le comité qui devrait jouer les... Parce que si vous regardez même les missions de ce comité, on a dit doit veiller à la matérialisation des accords sur tous les plans. Respecter la périodicité. Quand il y a des lenteurs, ce comité-là se saisit, convoque et c'est présidé par le ministre de la fonction publique. Mais la périodicité donc des rencontres n'est pas du tout respectée. Au-delà même, on se retrouve des fois, mais sans livrable. Vous savez, aujourd'hui, par exemple, je vous informe qu'il y a une réunion du comité de suivi des accords cet après-midi à 16h. Mais vous savez quelles sont les attentes de la partie syndicale. Mais ce n'est pas d'aller parler pour encore parler de rien et ni rien autre. Nous voulons du concret. Cet après-midi, par exemple, ce comité devrait permettre au moins de venir avec les décrets signés pour dire aux acteurs que voici les décrets. Pour terminer, parce que là, nous sommes rattrapés par le temps, Eladji Malick Youm, secrétaire général du SAEMS, membre du G7, vous êtes à votre deuxième plan d'action. Une dernière question en 2 mots. Vous êtes à votre deuxième plan d'action. Est-ce à dire que si rien n'est fait, vous êtes dans les dispositions d'engager un troisième? Mais évidemment, et je vous informe tout de suite que nous allons vers une évaluation dès le mardi. Tout le G7 va se retrouver avec tous les syndicats. La particularité de ce combat cette année, c'est que tous les syndicats du secteur de l'éducation qui sont impliqués, nous irons vers une très grande réunion d'évaluation le mardi et on va lancer également le troisième plan d'action du G7, accompagné encore d'une marche nationale que nous allons organiser. Et nous ferons le tour de toutes les capitales régionales du Sénégal et nous allons continuer à lutter jusqu'au règlement définitif quand même de ces questions, quand même, qui aujourd'hui devraient être prises en charge dans les meilleurs délais, parce que nous n'avons fait que trop attendre et nous pensons qu'il y va même de la stabilité et de l'efficacité de notre école. Merci beaucoup Eladji Malick Youm. Monsieur Sow, pour terminer en quelques mots, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi saisir les autorités par rapport à cette léthargie soulevée tout à l'heure, cette léthargie du comité de suivi? Oui, mais merci Barthélémy. Je crois que le maître mot a été avancé tantôt par M. Youm, c'est essayer de faire du dialogue un dialogue permanent. C'est la permanence du dialogue qui nous permettrait d'aller vraiment vers une matérialisation des accords. Moi, je pense qu'au moment où nous échangeons, les autorités sont en train de nous suivre et je crois que nous y croyons fort. On ne va pas en arriver à un troisième plan d'action. Je l'espère que nous n'arriverons pas à un troisième plan d'action. Merci Amadou Sow. Au niveau du secteur, nous sommes en train de nous organiser pour trouver toutes les parties prenantes et insister auprès du ministre de la fonction publique pour que rapidement qu'on puisse tenir une rencontre de suivi afin qu'on ne puisse pas aller vers ce troisième plan d'action. Mais merci Amadou Sow, secrétaire exécutif du comité du dialogue social, secteur éducation et formation. Merci à Eladji Malick Youm, secrétaire général national du SAEMS, membre du G7. Merci à vous. J'ai largement débordé des excuses à Madi, des excuses donc au service commercial. Merci, mesdames, messieurs. C'était le midi présenté par Barthélémy Ngom, mise en onde donc à Madi. Retrouvez Fama Dione pour le journal de 13h. Chez Electronicorp, la magie du nouvel an et la passion de